Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 119. Et pour ce numéro, je vous propose d'étudier un espace de suite assez particulier. L'énoncé précis du jour est donc le suivant, soit alpha, un nombre complexe, soit E alpha, le C espace vectoriel des suites Cn, n indicé dans Z, bornées telles qu'elles doivent satisfaire à cette relation de récurrence linéaire d'ordre 2 que vous voyez ici. On veut démontrer que la dimension de E alpha est alors au plus de 1 et que de plus, si la dimension de E alpha est égale à 1, alors on veut montrer que soit toutes les suites de E alpha sont paires, soit toutes les suites de E alpha sont impaires. Cet exercice, peut-être de manière surprenante, peut s'attaquer en première année de classe préparatoire. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de background autour des suites ou autour des structures algébriques, donc là notamment autour des espaces vectoriels, pour pouvoir attaquer cet exercice. Vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir grand-chose en tête là-dessus. Bon, c'est sûr qu'avoir un petit peu de background sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2, ça peut aider un petit peu pour appréhender l'exercice. Et bien sûr, d'avoir un petit peu de recul. Donc, c'est pour ça que je conseillerais plutôt d'attaquer cet exercice en deuxième année de classe préparatoire. Ça aiderait un petit peu à appréhender un petit peu les choses qu'on voudrait démontrer. Mais en soi, vraiment, cet exercice peut s'attaquer en première année de classe préparatoire. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de connaissances supplémentaires pour le faire. Plusieurs remarques que j'aimerais faire. La première, c'est le fait qu'on va étudier des suites qui sont indicées dans Z. Cela ne devrait pas vous perturber davantage. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances supplémentaires sur les suites indicées dans Z. Bon, bien sûr, il y a des questions de limites, en plus infini, en moins infini qu'on pourrait faire, des questions de série qu'on pourrait faire aussi indicées dans Z, et donc des questions de convergence qui pourraient s'ajouter. Mais ici, vraiment, il est hors de question qu'on parle de ça. Il y a vraiment juste besoin d'un background autour des suites indicées dans les entités naturelles, et cela suffira amplement pour attaquer cet exercice. Donc vraiment, il faut appréhender ces suites indicées dans Z dans cet exercice-là, comme vraiment étudier une suite indicée dans les entités naturelles. Vraiment, ça ne doit pas vous perturber plus que ça. Un autre truc, c'est que là, ici, on est en train d'étudier des suites qui satisfont à cette équation qui donne donc une relation récurrente linéaire d'ordre 2 pour la suite. Et vous devriez savoir que l'espace des suites qui satisfont à ce genre d'équation doit être de dimension 2. Ça fait partie des résultats classiques que l'on rencontre autour des suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Et là, de manière un peu surprenante, c'est que si on restreint notre espace à des suites bornées, on peut montrer qu'en fait, l'espace va être alors de dimension O plus 1, ce qui permet alors d'avoir comme conséquence qu'il existe une suite qui satisfait à cette relation de récurrence et qui n'est pas bornée. Voilà, donc ça peut être une très jolie conséquence à ce résultat que nous allons démontrer. Un dernier truc rigolo que j'aimerais mentionner, c'est vraiment ce côté où toutes les suites vont être paires ou alors toutes les suites vont être impaires. On ne va pas vraiment pouvoir se décider là-dessus, car pour cela, il faudrait être capable d'expliciter une suite qui fonctionne et qui est vraiment, qui vérifie vraiment la relation de récurrence qui est ici. Et pour cela, là, c'est pas vraiment possible pour l'instant. On n'a pas vraiment de expression explicite connue d'une suite Cn qui satisferait à cette équation-là, et bien sûr en additionnant à cela la condition de la bornitude. Donc là, par contre, on n'a pas vraiment connaissance de ça. Et donc, bon, ça pourrait être intéressant pour vous d'essayer de chercher une suite qui vérifie ce truc-là, sachant que, bon, c'est plus ou moins peine perdue, je préfère quand même le dire. Vous pourrez passer beaucoup de temps là-dessus, je pense que vous aurez un peu de mal à trouver une suite qui marche. En tout cas, je n'ai pas vu de suite qui existerait et qui satisferait à cette équation-là, sachant que, je précise, la suite doit être bornée, hein, c'est important, parce que bien sûr, non bornée, je pense que vous pouvez en construire une sans trop de difficultés, mais une suite bornée, là, ça devient très compliqué. Et là, ce qui est assez important, c'est justement que l'existence d'une suite bornée qui satisfait à cette équation, ça, on n'en sait rien actuellement. En tout cas, de tout ce que j'ai cherché, on n'en sait rien. Un tout dernier truc que j'aimerais dire avant de vous laisser le temps à la réflexion et de se lancer dans la résolution de cet exercice, c'est que cet exercice va s'inscrire dans la suite d'exercices qui va bientôt se terminer, la suite d'exercices autour des développements en série de Fourier. Car en effet, avant, je pensais, en tout cas quelques semaines avant que je propose cet exercice, je pensais proposer un seul et gros exercice autour d'une équation différentielle qu'on appelle équation de Mathieu. Et en fait, pour résoudre les équations de Mathieu à l'aide des développements en série de Fourier, on va avoir besoin de passer à travers ce résultat-là. Et je pensais vraiment vous proposer d'abord un gros exercice menant à la fois à ce genre d'études et à côté une équation différentielle qui en fait va vous motiver pour étudier ce genre de suite. En fait, je me suis rendu compte que cet exercice-là, il y a deux choses. La première, c'est que ce truc-là, c'est assez long à faire. Et donc, je pense que ça vaut vraiment un exercice à part.
Et le deuxième truc, c'est que je me suis dit que cet exercice peut vraiment se voir comme un exercice de première année de classe préparatoire. Et je me suis dit, il faut vraiment pas laisser ça de côté. Hein. Je pense que ça peut être une bonne chose, étant donné que bon, j'ai quand même proposé un certain nombre d'exercices qui peuvent se faire en première année de classe préparatoire. Mais je pense qu'un de plus, ça fera pas de mal parce que je pense qu'il n'y en a pas une énormité d'exercices qui peuvent se faire en première année de classe préparatoire dans la BOC que j'ai construit jusqu'à maintenant. Donc, on va donc proposer un nouvel exercice qui peut se faire en première année de classe préparatoire. Ça ne fera pas de mal. Bien, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire concernant cet exercice. Alors, je vous invite dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok. Alors, on est parti pour une résolution. Et pour cette résolution, je vais vous donner une petite astuce qui vaut vraiment la peine d'être connue si on étudie des suites de ce genre-là, avec notamment la question de regarder la dimension d'un espace qui vérifie ce genre de choses. Donc, c'est parti pour une résolution. Et je ne vais pas donner de plan parce que, bon, en vrai, je vais juste m'arrêter en vous donnant la petite astuce, et ça vous permettra de démontrer un petit lemme avant de démontrer le plus gros, c'est-à-dire que la dimension de E alpha est au plus de 1. Et je pense que la deuxième partie, vous devriez pouvoir vous en sortir tout seul, même sans avoir réussi à démontrer le premier point, parce que bon, ça, c'est pas très très difficile, à condition que vous ayez bien compris ce qu'on entend par avoir un espace de dimension 1. Et donc, là, justement, c'est ce que je vais traduire. Si je considère donc Cn et Dn deux suites de E alpha, dire que la dimension de alpha est au plus de 1, ça veut dire que les deux suites que j'ai pris ici sont collinéaires. Et donc, par conséquent, on veut montrer que il existe un bêta appartenant au nombre complexe tel que, eh bien, pour n'importe quel entier, pas entier naturel, entier relatif, attention, on a Cn qui est égal à bêta dn. Et bon, alors c'est vrai que je pourrais dire qu'on a la relation dans les deux sens, mais bon, ici je vais supposer qu'on n'a pas forcément la relation dans les deux sens. Je vais juste écrire la relation dans un sens, et en fait, je vais supposer que l'une des deux suites est non nulle. Donc peut-être qu'il vaut mieux que je l'écrive comme ça. Hop. Et donc je vais supposer que Cn est non nul. D'accord? Donc, si Cn était nul, donc si je n'ai pas la possibilité de trouver une suite Cn qui satisfait à cette relation et qui est non nulle, alors par conséquent, j'en déduis très rapidement que la dimension de alpha est égale à 0 et donc inférieure ou égale à 1. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt ici. Donc, je vais supposer qu'il existe une suite non nulle qui apparaît dans E alpha, et je vais montrer que n'importe quelle suite que je vais prendre dans E alpha est donc collinaire à cette suite non nulle. Et avec ça, j'aurai gagné. Pour montrer une collinéarité, c'est là la partie un peu astucieuse, je vais appeler ça un lemme. Et donc ça va être un sous-exercice que vous pourrez faire, et je vais vous inviter d'ici quelques instants à faire une pause pour essayer de le faire. En fait, la bonne idée, c'est pour montrer la collinéarité entre les deux suites, vous pourriez regarder la collinéarité terme à terme. Enfin, en tout cas, deux termes par deux termes. Et c'est ça l'astuce que je vais vous proposer de regarder, étant donné que la suite récurrente est en fait donnée par une récurrence d'ordre 2, on peut très bien regarder delta n, donc je vais l'appeler delta n, soit pour n, pour n encore une fois dans z, delta n égale, et je vais en fait calculer là le déterminant donné par, disons, Cn, Cn-1, dn, dn-1. Alors, juste pour faire une petite analogie à comment on peut éventuellement avoir cette idée. En fait, pour avoir cette idée, il faut faire l'analogie avec les équations différentielles, car vous devriez savoir qu'avoir une équation linéaire d'ordre 2, récurrente linéaire d'ordre 2 pour les suites, ça n'est pas vraiment très éloigné du fait d'avoir une équation différentielle d'ordre 2, linéaire encore une fois. Et vous devriez savoir que quand on travaille avec des équations linéaires d'ordre 2, quand on a affaire à des équations linéaires qui ne sont pas très sympathiques, on regarde souvent le Wronskien. Et c'est quoi le Wronskien? Eh bien, c'est le déterminant donné par une base de solution, phi1, phi2, où on va faire phi1 de x, phi1' de x, phi2 de x, phi2' de x. Et bien ça, c'est l'analogue du Wronskien pour les suites.
Puisque là, la dérivée, ça va être à peu de choses près la question d'avoir Cn-1. Bon, ici, c'est pas tout à fait Cn-1. Normalement, je dois regarder, c'est normalement une différence de Cn avec Cn-1. Mais bon, par le passage avec le déterminant, le Cn va disparaître. Donc, je peux me permettre de regarder plutôt le déterminant que vous voyez ici. Voilà. Donc, en fait, ce truc-là, c'est vraiment un analogue de la question de calculer, en fait, phi, phi prime, psi, psi prime, avec phi et psi, une base de solution pour une équation linéaire d'ordre 2. Donc voilà, donc, ça c'est pour vous donner le pourquoi ça paraît être une bonne idée. L'autre pourquoi, c'est vraiment la question de collinéarité qu'on aimerait démontrer, et pourquoi pas essayer de voir une collinéarité terme à terme, comme ceci, hein, en 2 termes par 2 termes. Ce qui pourrait nous aider déjà grandement. Bien sûr, le fait de savoir que delta n va valoir 0, et ça va être l'objet du lemme, le fait que delta n est égal à 0 ne va pas nous permettre tout de suite de conclure que on a l'existence d'un bêta comme ça, parce que là, le bêta, il peut dépendre, attention, des colonnes qui apparaissent. Donc là, il faudrait faire un petit peu attention à ça. Mais mis à part ça, eh bien, on devrait pouvoir s'en sortir très bien. Donc justement, maintenant que j'ai posé ce delta n, il faut démontrer que delta n est égal à 0 pour tout n. Voilà, alors sans en dire davantage, je vous invite à faire à nouveau une pause sur la vidéo pour essayer de démontrer ce lemme par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, alors allons-y pour la démonstration de ce lemme. J'espère que vous aurez essayé. Alors la première chose qu'il faut démontrer, c'est qu'en fait delta n plus 1, c'est égal à delta n. Et la deuxième chose qu'on pourra regarder, c'est la limite quand n tend vers l'infini de delta n. Et vous allez voir qu'en fait, ce truc-là, eh bien, on peut le calculer. Alors, je vais commencer par la première étape, donc, delta n plus 1 est égal à delta n. Si je regarde maintenant delta n plus 1, donc delta n plus 1, c'est alors Cn plus 1, dn plus 1, Cn, dn. Et là, je peux utiliser la relation de récurrence que nous avons ici pour refaire apparaître du Cn-1, ce qui me permet de dire que Cn plus 1, c'est donc moins Cn-1, moins ce truc-là là-bas. Donc on a alors moins n carré moins alpha Cn, moins Cn moins 1, et le dn plus 1, je fais pareil, moins n carré moins alpha dn, moins dn moins 1. Clac. Et là, on a Cn et dn. Donc là, vous devriez voir, vous devriez commencer à avoir quelque chose qui va se simplifier concernant ce calcul de déterminant. Vous allez voir en effet que les Cn vont pouvoir simplifier et les Dn vont pouvoir simplifier juste par une opération sur les lignes. Donc là, notamment, en prenant la ligne 2 pardon, et en additionnant n carré moins alpha fois la ligne 2 sur la ligne 1. Si vous faites ça, alors le déterminant que vous êtes en train de calculer revient à moins Cn moins 1, moins Dn moins 1, Cn, dn. Et puis là, ce qu'on a très envie de faire, c'est échanger le rôle des deux lignes et en même temps utiliser la linéarité. Ok, donc là, la linéarité selon les lignes. Donc là, la linéarité selon la ligne me permet de sortir le moins. Donc là, on va avoir en fait moins. J'ai oublié de mettre le moins. Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas mis. Donc on a moins Cn-1, Dn-1, Cn, Dn. Et un autre truc que vous devriez savoir, c'est dès que vous permutez deux lignes dans un calcul de déterminant, vous faites apparaître un signe moins. Donc ça me permet d'obtenir Cn, Dn, Cn-1, Dn-1, ce qui est exactement θn. Donc voilà, je viens de démontrer que pour n'importe quel n dans z, delta n plus 1 est égal à delta n. Alors maintenant, deuxième étape, j'ai dit qu'on pouvait calculer la limite de delta n quand n tend vers plus infini. Alors en effet, si vous regardez de plus près la relation que nous avons, vous avez alors la possibilité d'écrire que Cn s'écrit moins Cn plus 1, moins Cn moins 1 sur n carré moins alpha. Alors ceci est vrai à condition bien sûr que le dénominateur ne s'annule pas, donc pour faire ça, on va pouvoir s'assurer, en fait on va pouvoir s'en assurer en disant pour n'importe quel n dans z, tel que le module de n carré, ou la valeur absolue de n carré, est plus grande stricte au module de alpha. Donc cela arrive donc, quoi qu'il arrive, une infinité de fois vers plus infini par exemple.
Or, vous savez que la suite Cn est bornée. D'accord? Et donc, comme la suite Cn est bornée, bah, bien sûr, Cn plus 1 et Cn moins 1 sont bornés. Et ça signifie une chose. Ça signifie alors que vous avez ce truc-là, qui est un truc borné, divisé par un truc qui tend vers plus infini en valeur absolue. Et donc, l'infini, vous avez quelque chose de borné divisé par l'infini. Bon, c'est terminé, ça veut dire qu'en valeur absolue, Cn va tendre vers 0. Donc, vous allez avoir qu'en fait, donc j'écris Cn est borné, donc vous pouvez écrire que la valeur absolue, le module, puisque là on est avec des nombres complexes, le module de Cn est majoré par une certaine constante k, hein, donc pour tout n dans z. Et donc, par conséquent, le module de Cn est inférieur ou égal à le module, donc vous pouvez faire l'inégalité triangulaire en même temps, le module de Cn plus 1 plus le module de Cn moins 1 divisé par le module de n carré moins alpha. Et ça, c'est donc inférieur ou égal à k fois, enfin 2k fois le module de n carré moins alpha, et je pense que c'est clair. Donc encore une fois, pour n, vérifiant cette propriété-là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, ne pas diviser par 0. Et donc ce truc-là, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Par conséquent, comme Cn tend vers 0, vous êtes sûr qu'une partie de ce calcul-là va tendre vers 0. Hein. Ça, c'est un calcul, d'ailleurs, au passage, vous pourrez constater que ce calcul de déterminant, c'est quand même un calcul qui se fait juste avec des termes bornés et des termes qui vont tendre vers 0. Donc, et de plus, c'est un calcul, c'est ça que je voulais dire, c'est un calcul polynomial en les coefficients de cette matrice. Hein. Encore une fois, c'est un déterminant. Donc, par continuité, et en fait, juste en écrivant explicitement ce qu'est le déterminant ici, eh bien, vous allez conclure que la limite de delta n, c'est 0. Donc, je vais l'écrire ici, en effaçant le lemme. Donc, ce qu'on a alors, c'est, je vais juste expliciter delta n. Si on explicite le déterminant, je vais peut-être faire comme ça parce que ça sera beaucoup plus simple. On a Cn dn plus 1 moins... Ah d'ailleurs, ça va vraiment plus là. Donc Cn plus 1 dn plutôt, moins Cn dn plus 1. Et on utilise le fait que dn est également borné, hein, donc il existe également un k' positif, tel que le module de dn est majoré par k'. Et en faisant ça, on a alors que le module de delta n est inférieur ou égal au module de Cn plus 1 fois k' moins le module, enfin plus le module de Cn fois k'. Et donc par conséquent, Cn et Cn plus 1 tendant vers 0, tout ça, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Voilà. Donc là, on arrive à conclure que la limite de delta n, c'est bien égal à 0. Et maintenant qu'on a la limite qui est égale à 0 et le fait que delta n plus 1 est égal à delta n, on sait que delta n était une suite constante. On peut noter C, cette constante, et en fait, cette constante va devoir valoir 0 par la limite. Donc la limite est égale à 0. Hop. Or, il existait C dans les complexes tels que delta n est égal à C. Et par conséquent, ce C, c'est aussi la limite quand n tend vers l'infini de delta n qui est égal à 0. D'où, pour tout n dans Z, donc n qui tend vers plus infini, encore une fois, je précise. Pour tout n dans Z, eh bien delta n. Bon, en vrai, je pourrais mettre limite quand n tend vers l'infini, ça ne changerait pas grand-chose. Hein. Delta n est égal à 0. Et voilà, on vient donc de démontrer le lemme. Bon, maintenant, j'affirme que grâce à ça, on peut conclure. On peut réussir à conclure que les deux suites, Cn et Dn, sont bien collinaires l'une par rapport à l'autre. Alors je vous invite à nouveau à faire une pause sur la vidéo pour essayer de démontrer cette propriété, sachant maintenant que le delta n que nous avons calculé, hein, le déterminant de Cn, Cn-1, etc. Maintenant qu'on a démontré que ce truc-là était toujours constant égal à 0, j'affirme que vous pouvez vous en sortir. Donc je vous invite à faire une nouvelle fois une pause pour essayer de le résoudre par vous-même. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Donc, je vais peut-être réécrire quand même le lemme dans un coin. On vient de démontrer que delta n qui est égal à Cn, Cn-1, Dn, Dn-1 est égal à 0 pour tout n. Bien.
Alors, je vous rappelle qu'on a supposé que Cn était une suite non nulle. Ce qui veut dire qu'il y a forcément un indice dans la suite Cn il y a un indice dans Z tel que le C de cet indice est non nul. Donc là, je vais utiliser. Donc, on sait qu'il existe un N0 dans Z tel que Cn0 est non nul. Et on peut alors poser bêta à partir de ce Cn0. Celui qui serait un bon candidat pour être le bêta qu'on veut. Donc posons bêta comme étant dn0 sur cn0. Et j'affirme qu'on peut montrer par récurrence, et c'est ce que nous allons faire, montrons par récurrence que pour tout n supérieur ou égal à n0, on a dn qui est égal à bêta cn. Bien sûr, une fois que j'ai fait ça, normalement, je dois regarder ce qui se passe pour n inférieur ou égal à n0. Et j'affirme qu'en fait, la preuve va être similaire. Donc, je vais tout de suite le dire et je vous invite fortement à le faire par vous-même si vous n'en êtes pas convaincu. Le cas n inférieur ou égal à n0 se fait de la même manière. Je le dis tout de suite. Et puis, vous pourrez vous amuser à remplacer les étapes par rapport à ce que vous devez démontrer si vous devez faire n inférieur ou égal à n0. Bien, alors bon, bien sûr, l'initialisation, je ne la fais pas parce qu'elle est évidente, je pense. Là, ce qui va nous intéresser, c'est l'hérédité, et on va faire une preuve plus précisément par récurrence forte. Donc, hérédité. Hop. Donc, pour l'hérédité, bien sûr, on va supposer, donc fixons un entier n, n supérieur ou égal à n0, et supposons que pour tout k compris entre n0 et n, on a bien dk qui est égal à bêta ck. C'est le temps de prendre un café, le dk. Bref, je suis pas du tout café d'ailleurs au passage, je suis beaucoup plus chocolat que café. Bon, enfin bref. Voilà, ça c'est dit. Bref, alors supposons qu'on a ceci. Et donc, bon, il va y avoir deux cas de figure à traiter pour regarder ce qui se passe pour n plus 1. Premier cas de figure à traiter, c'est si Cn est non nul. Si Cn est non nul, eh bien, on va pouvoir utiliser le delta n qui est nul. Donc, en effet, on sait que delta n est nul, ce qui veut dire que Cn, en fait, vous pouvez changer n par n plus 1, bien sûr. Donc, Cn plus 1 dn, donc Cn plus 1 dn, ouais, c'est ça, est égal à Cn dn plus 1. Et donc, vous pouvez changer la relation, étant donné que Cn est non nul. Donc ça vient du lemme. Je vais écrire par le lemme. On a ceci, ce qui implique que dn plus 1 est donc égal à dn sur cn fois cn plus 1. Et donc, d'après l'hypothèse que nous avons ici, pour k égale n, on a la relation. Donc, on peut remplacer dn sur cn par bêta cn plus 1. Voilà, donc ça, c'était le cas un petit peu plus facile. Le cas un peu moins facile, c'est si Cn égale 0. Je me permets de préciser que dans ce cas-là, ça veut dire que n est strictement plus grand que n0. D'accord? Donc ça veut dire qu'on peut utiliser ce qui se passe pour l'indice en dessous. Ok? Et donc, bon, si Cn est nul, là, vous remarquerez que je n'avais pas encore réutilisé la relation de récurrence. Là, on va la réutiliser, puisque, en effet, vous savez que Cn est nul, donc celui-là, il va dégager, et vous avez alors que Cn plus 1 est égal à est égal à moins Cn moins 1. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Et ça va être la même chose pour Dn d'ailleurs. Donc, alors d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais le fait de savoir que Cn est nul, ça va impliquer que Dn est nul. Donc si Cn est nul, alors Dn est nul. Donc ça, c'est pas un truc si difficile à voir parce que vous pouvez encore une fois la jouer par récurrence, étant donné que Cn0 était non nul. Si le terme d'après il est nul, ça va
tout de suite amener au fait que pas dn0, mais ça va forcément amener au fait que le terme précédent, donc dn, va être nul aussi, quoi. Donc c'est pas, bon, bref, c'est pas très difficile de s'en assurer. C'est vraiment une conséquence assez directe. D'ailleurs, je suis bête, une façon de s'en sortir, c'est juste de dire que dn par... je suis bête. J'ai pas besoin. J'ai pensé en fait à delta n, mais j'ai pas besoin de delta n. En fait, je peux juste utiliser la récurrence ici. Ça vient tout simplement de ça. D'accord. Donc c'est pour ça que dn est nul. Maintenant, je regarde ce qui se passe pour dn-1 et c'est comme ça que je vais m'en sortir. Donc grâce à la relation qui est ici, je peux écrire que dn plus 1 est égal à moins dn moins 1. Et puis par hypothèse de récurrence forte, je le rappelle, on peut écrire qu'on a moins bêta cn-1. Et moins cn-1, c'est exactement la même chose que cn plus 1 puisque cn est nul. Donc on va avoir bêta cn plus 1. Et voilà, j'ai terminé. Je viens de démontrer que dans tous les cas, je viens de démontrer la preuve par récurrence, enfin je viens de terminer la preuve par récurrence. Ainsi, pour tout n supérieur ou égal à n0, on a en effet que dn est égal à bêta cn. Comme je l'ai dit, la preuve se fait de manière similaire pour n inférieur ou égal à n0. Il faut juste faire la même chose avec n-1. C'est globalement la même affaire. Comme on peut s'en sortir vraiment de la même manière comme ça. Et donc, par conséquent, pour tout n dans z, on a en effet ce qu'on voulait. Ce qui veut dire qu'en effet, toutes les suites sont bien en effet collinéaires les unes aux autres par rapport à Cn, Cn étant la suite non nulle que l'on aurait posée. Donc par conséquent, on a bien en effet que la dimension de E alpha est inférieure ou égale à 1. Pas mal, hein? Alors on n'a pas fini l'exercice. Maintenant, il faut démontrer que si la dimension de E alpha est égale à 1, alors soit toutes les suites sont paires, soit toutes les suites sont impaires. Alors faisons ça, je vais effacer. Vous allez voir que cette partie-là, c'est pas la partie la plus dure. Hein. C'est pas la partie la plus dure. En fait, il faut juste dire, je vais prendre la suite en remplaçant l'indice n par moins n, et voir qu'en fait, cette suite-là, elle vérifie exactement la même relation de récurrence. Une fois que vous avez fait ça, vous avez gagné. Donc, ça veut dire que la suite que vous allez avoir est en fait une suite qui est aussi dans E alpha. Alors, soit Cn dans E alpha, et on peut supposer Cn non nul, car la dimension de alpha est égale à 1. Alors, je vais poser dn égale c moins n pour tout n dans z. Et donc, moi, ce que j'affirme, c'est que dn est également dans E alpha. Montrons que dn est dans E alpha. Ok, alors si on essaye de s'y prendre correctement, on a alors que n carré moins alpha fois dn plus dn plus 1 plus dn moins 1. Je l'écris juste pour que vous soyez convaincus. Ça, c'est la même chose que moins n au carré moins alpha fois c moins n plus c moins n moins 1 plus c moins n plus 1. Et ça, c'est exactement la relation qui est écrite ici pour, en fait, en remplaçant n par moins n. Donc, c'est terminé. Ça donne bien 0, car Cn est dans E alpha. Et on a la relation, et c'est la relation de récurrence en moins n. Donc voilà, terminé. On vient de démontrer que dn est bien dans E alpha. Super. Et maintenant qu'on sait que dn est dans E alpha, d'après ce qu'on a dit précédemment, comme la dimension de E alpha est égale à 1, on a alors l'existence d'un bêta dans les complexes, tel que, on peut dire que dn, c'est égal à bêta cn. Alors maintenant, tout l'enjeu, ça va être de démontrer quelle pourrait être la valeur de bêta. Et donc c'est là où, comme je l'avais dit en teaser de la résolution de cet exercice, ça va dépendre des valeurs prises par la suite Cn, et en fait, plus particulièrement, ça va juste dépendre de C0. Donc en effet, si C0 est non nul, eh bien vous avez que D0 égale C0.
Et donc, ça veut dire que bêta égale 1. Et donc, ça veut dire que vous avez démontré que C moins n est égal à Cn. Autrement dit, la suite Cn est paire. Et maintenant que vous savez que la suite Cn est paire, ça veut dire que toutes les suites de alpha sont paires, puisque toutes les suites sont multiples de Cn. Toutes les suites de E alpha sont alors paires. Maintenant, si C0 est nul, la question qui peut se poser là tout de suite, c'est est-ce que C1 est nul? Et la réponse est non. Car si C1 est nul, vous pouvez le constater par la relation de récurrence. Si C1 est nul, vous pourrez constater que tous les nombres négatifs, il suffit de remplacer n par les bonnes valeurs. Donc là, par exemple, si on remplace n par 1, vous allez voir que vous allez obtenir que C2 va devoir valoir 0, puis que C3 va devoir valoir 0, etc., etc. Donc par récurrence, vous allez avoir que tout Cn est nul. Donc en fait, si on a ça, donc, alors c'est 1, car sinon, par récurrence, la suite Cn, donc Cn serait nul. La suite Cn serait nulle. Donc c'est pas possible d'avoir C1 qui est nul. D'accord? Il est forcément non nul. Maintenant que j'ai montré que C1 était non nul, ou en tout cas que j'ai expliqué que C1 était non nul, eh bien vous avez un lien entre C1 et C-1, grâce à la relation ici. Puisque C0 est nul, vous pouvez réécrire cette relation-là avec n égale 0 et avoir que C1 plus C-1 est égal à 0, ce qui veut dire que C1 égale moins C-1, ou plutôt C-1, je devrais plutôt l'écrire comme ça. C-1 est égal à moins C1, donc autrement dit que D1 est égal à moins C1, ce qui veut dire alors que bêta égale 1, et donc est égal à moins 1. Et donc ça veut dire que la suite Cn est impaire, et encore une fois, par la dimension 1, comme toutes les suites sont collinaires à la suite Cn, ça veut dire que toutes les suites sont impaires. Toutes les suites de E alpha sont impaires. Et voilà, ceci conclut la preuve et donc la résolution de cet exercice. Donc voilà, cet exercice, je pense qu'il était très intéressant et j'espère que ça vous a piqué la curiosité et que certains premières années ont essayé de résoudre cet exercice. Vraiment, je pense que c'est un exercice qui pouvait s'attaquer en effet en première année de classe préparatoire, à condition peut-être d'avoir le lemme, parce qu'en effet, pensez à cette question du déterminant, là, de Cn, Cn-1, c'est peut-être pas tout de suite, enfin ça peut pas vraiment venir à l'esprit d'un première année, puisque en fait, pour que ça vienne un peu à l'esprit, il faut avoir peut-être un petit peu de background, notamment autour des équations différentielles du second ordre, et penser un peu à cette histoire de Wronskien et l'analogue du Wronskien. En fait, c'est ça, c'est vraiment une analogie avec le Wronskien. Et je pense que ça peut faire partie de certains réflexes qu'on pourrait essayer d'entretenir si on devait avoir affaire à des sujets de concours type central ENS, de se dire, si on a affaire à des suites comme ça, indicées dans N ou même dans Z, pensez à essayer de regarder le déterminant s'il s'agit d'essayer de démontrer que les suites sont collinéaires. Je pense que cela peut grandement aider pour attaquer des exercices de ce type-là avec des études de suite. Je pense que c'est tout à fait intéressant et j'espère que ça vous a plu ce parallèle entre la question du Wronskien pour les équations différentielles et là ce Wronskien que nous avons vu ici pour les suites, en fait les suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Et en fait vous pouvez très bien définir un Wronskien pour des suites linéaires d'ordre K. Il suffit de faire le déterminant donné par les termes Cn, Cn-1 jusqu'à Cn-K. Enfin Cn-K plus 1 plutôt, et vous faites pareil pour les K suites que vous voulez prendre. Oui, c'est ça, K suite si l'ordre est K, bien sûr, là ici l'ordre 2, donc il fallait prendre 2 suites. Si l'ordre est K, vous prenez K suite qui forme une base de solution et vous calculez le Wronskien de cette manière-là. Donc vraiment, il y a vraiment un gros parallèle que vous pouvez faire entre les suites, les équations linéaires d'ordre K pour les suites et les équations linéaires d'ordre K pour les équations différentielles. Et je pense vraiment que ça vaut le coup d'avoir en tête cette idée qu'il y a vraiment ce parallèle qu'on peut utiliser, même dans des cas d'exercices un peu compliqués comme celui-ci. Et voilà, je pense que ça peut faire partie des réflexes à entretenir. Bref, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter concernant cet exercice, donc je vous dis comme d'habitude,
N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. N'oubliez pas aussi de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!